On est aujourd'hui dans un parc national. Et on est dans un parc national où il y a un tuyau qui amène les boues rouges dans le parc national. Ça déjà, ça me paraît pas très cohérent. Donc à l'origine, en 1893, on a inauguré la station, l'usine d'alumine de Gardanne. Tout était favorable, ça veut dire qu'il y avait les mines de charbon, parce qu'il y avait des mines de charbon, donc il y avait l'énergie, il y avait le canal de Provence, il y avait l'eau, il y avait le rail, il y avait déjà le rail, et le minerai, donc ce qu'on appelle la bauxite, était à proximité, c'était à Brignoles, c'était au Beau, d'ailleurs on appelle ça la bauxite, parce que ça vient des Beaux, hein, du pays des Beaux. Donc s'est développé là une usine qui fabriquait donc de l'alumine, et sur un procédé qui utilisait donc de la potasse. Et dans le traitement, ça permettait d'avoir une fraction qui s'appelle l'alumine. Cette alumine était livrée à d'autres usines en France qui faisaient donc de l'aluminium. Et puis il y avait un résidu industriel. Ce résidu industriel était coloré par des oxydes de fer, était rouge. C'est pour ça qu'on appelait ces résidus industriels la boue rouge, les boues rouges. Alors au début donc, de 1900 jusqu'à 1960, l'industriel a commencé par mettre ces boues rouges tout autour de son usine. Bon, très rapidement, on ne pouvait plus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reversé ça dans des vallons, dans les collines tout autour donc, de Gardanne et même de Bouc-Bel-Air. Ils ont fait des barrages, etc. Et ils ont construit ce qu'on appelle une télébène, donc une sorte de téléphérique, mais avec des bennes qui charriaient les boues rouges. Et puis donc, ils ont rempli tous ces vallons dans ces... Alors il y en a un qui est célèbre, hein, qui s'appelle Mangegari. Mangegari, c'est une abomination. Alors, en dehors de ça, à un moment donné, donc c'était tout saturé. Donc à l'époque, c'était Péchinet, hein, le patron. Ils ont dit, bon, ben, on peut plus, il n'y a plus de place. Donc, ils ont demandé de déverser en mer. Et donc, à partir de 1966, donc ça s'est fait entre 1965 et 1966, ils ont demandé une autorisation de déverser en mer. Et malheureusement, les autorités scientifiques de l'époque ont donné le feu vert. Et en particulier, la station marine d'Andoum, par la voix de son directeur, qui était pourtant un homme remarquable, un océanographe remarquable, Jean-Marie Pérez, on dit que c'était pas toxique. Et ça a été pareil aussi, même avec le commandant Cousteau. Alteo fait partie de ceux, et plus avant encore Péchinet, Rio Tinto, rappelons-le toujours, parce que c'est bien gentil de citer Alteo, mais il faut rappeler Péchinet, grande entreprise française, nationalisée en 81, et ensuite Rio Tinto qui a racheté Péchinet avec le bonheur de l'État français qui était content de trouver un repreneur, puis ensuite Alteo. Pendant dans toutes ces années, les entreprises qui sont succédées n'ont fait aucun effort, comme un élève au fond de la classe auprès du radiateur. Et l'État, en maître des classes, n'a jamais fait le contrôle, n'a jamais tarabusté l'industriel pour lui dire « il faut que vous progressiez ». Donc qu'est-ce que fait un mauvais élève quand il est peinard au fond de la classe? Il ne fait rien. Et évidemment, l'industriel n'a rien fait. Et ensuite, quand le parc a été créé en 2012, il y avait deux solutions. Ou on disait, en 2014, lorsqu'on nous a demandé notre avis, on donne un avis négatif. Ça signait l'arrêt de mort de la société Alteo. C'est-à-dire qu'elle fermait, elle ne pouvait plus rejeter. En ne rejetant plus, elle fermait. Et on a pris une autre voie, qui a été d'accorder un sursis supplémentaire, c'est le dernier, de 6 ans, en disant à l'industriel, maintenant vous allez vous mettre à trouver des solutions. Il avait déjà commencé avec l'agence de l'eau, donc l'État, et vous allez dire à l'État, maintenant vous allez faire votre job de contrôler l'industriel et de contrôler ses rejets. C'est le cas depuis 1 an et demi. Et notamment, on constate que les rejets en mer s'approchent d'une qualité conforme aux normes européennes. Ils n'y sont pas encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ils ont largement baissé, évidemment, un certain nombre de pollutions qui aujourd'hui posent problème puisqu'on a retiré l'aspect solide, hein, qui était le principal polluant, et qui se retrouve aujourd'hui à Bouc-Bel-Air, en plein air, etc., qui peut poser problème là-bas, et j'en suis conscient. Mais en tout cas, en mer, le rejet s'améliore
de trimestre en trimestre. Il y a un comité de suivi de site qui se tient le 6 juillet prochain et qui constatera encore que les rejets en mer d'Altéo sont meilleurs, confirmés par la DREAL, donc les services de l'État, qui fait maintenant des contrôles inopinés et qui ne se contente pas des analyses de l'industriel, comme c'était le cas pendant 50 ans. Donc voilà, on a eu une histoire où tout le monde a laissé filer. Maintenant, il y a un parc national, on a une obligation, on a une exigence de qualité. Et honnêtement, je crois pouvoir dire que chacun s'est mis sur le sujet et qu'on sera conforme à la fin des 6 ans, c'est-à-dire à la période de fin 2020. L'ex-premier ministre, donc Maliolas, n'avait pas tous les éléments de jugement et qu'il a cédé au chantage à l'emploi de l'industriel. Et qu'il n'a pas réfléchi qu'il y avait d'autres solutions que nous avons données. D'ailleurs, nous avons dit nous ne sommes pas pour la fermeture immédiate de l'usine, mais nous sommes pour donner un sursis de 2 à 3 ans à l'industriel, temps suffisant, d'après l'expérience que j'ai sur les stations d'épuration, et qu'ont d'autres experts, en 2 ou 3 ans, l'industriel peut se doter d'une station d'épuration suffisamment performante pour arrêter le rejet en mer et pour recycler les eaux devenues propres, et notamment dans le contexte du changement climatique. On va avoir besoin de cette eau pour recyclage et pour réalimenter les nappes phréatiques, par exemple. Ah bah, ils ont une obligation de gérer leur rejet, donc de retraiter chimiquement évidemment leur rejet, de le réutiliser, d'avoir évidemment de l'épuration de leur eau et que l'eau qui va arriver en mer soit une eau qui soit conforme aux normes européennes. Si on peut aller plus loin, tant mieux, il faut encore aller plus loin, on est d'accord. Mais il faut que cette entreprise qui emploie 500 personnes, pas seulement sur le bassin de Gardanne, parce qu'il y a des gens qui habitent ici, qui vont travailler chez Altéo. Et c'est une économie, le bassin de Gardanne a été largement victime d'un certain nombre de crises économiques, notamment dans les mines. Et je pense qu'on peut donner sa chance à cette entreprise. Et on n'a pas de leçon à recevoir d'un certain nombre qui soutiennent des usines à côté d'Altéo, comme la centrale à bois, qui me paraît une hérésie, qui est nouvelle. Mais Altéo a cette chance-là de pouvoir prouver qu'une usine telle que celle-ci, que tout le monde utilise, dont tout le monde utilise le produit pour son smartphone, pour sa télé, pour son ordinateur, eh bien cette entreprise peut être en France et travailler en France et être, j'allais dire, respectueuse de l'environnement. Si nous avions pris la décision de faire fermer cette entreprise, elle serait partie ailleurs. Elle serait partie ailleurs en Méditerranée. Et sans doute avec des moyens de contrôle beaucoup moins importants que ceux que nous sommes capables de faire en France. Et à l'heure de la COP21, où nous expliquons au monde entier que nous en France, nous sommes capables de faire ceci, de faire cela, et nous sommes, comme d'habitude, les Français, les conseilleurs de tout le monde, et que quand il y a un problème, on n'est pas capable de le gérer chez nous, et qu'on l'envoie chez d'autres, je trouve que c'était un très mauvais signe. Et je pense qu'on a pris la bonne décision, elle est peut-être contestable, je la comprends, mais en tout cas, nous sommes dans l'application de cette décision, et je vous garantis que le parc national est un moyen de pression important sur l'industriel, mais aussi sur l'État pour qu'il fasse son job.